Bienvenue. Au nom de Sclérodermie Québec, je vous remercie d'être présent aujourd'hui pour parler de calcinose. Mon nom est Jenna Dubé, je suis directrice à l'agence TACT et j'aurai le plaisir d'animer le forum d'aujourd'hui. Et pour l'occasion, nous allons recevoir Dr Thaïssa Coton, qui est fellow postdoctoral en rhumatologie au Centre hospitalier de l'Université de Montréal. En complément, j'ai aussi eu l'occasion de m'entretenir la semaine dernière avec Madame Josée Fontaine, qui souffre de calcinose depuis plusieurs années déjà. Elle ne pouvait pas être des nôtres aujourd'hui, mais on a pris le temps de s'enregistrer pour partager, dans le fond, son expérience avec la maladie, en espérant que ça soit porteur pour vous. Et c'est pourquoi on va vous partager justement l'entrevue qui va en découler. Le tout sera suivi d'une période de questions ici de l'espace de clavardage. Donc, les questions commencent à entrer. Si ce n'est pas déjà fait, que ce soit par courriel ou directement dans l'espace clavardage, n'hésitez pas. On est là pour répondre. Ben, nous, ça ne m'inclut pas, vous comprendrez. Mais Dr Thaïssa Coton pourra répondre à vos questions. Elle est là pour ça. Euh, donc, ben, sans plus attendre, que dis-je, je vous la présente, Dr Thaïssa Coton, c'est à vous. Bonjour, merci beaucoup pour l'introduction et de m'avoir invité à vous parler. Je vais juste partager mon écran. Voilà. Alors, parlons de la calcinose. Aujourd'hui, on va discuter c'est quoi la calcinose, les facteurs de risque, la diagnostic et le traitement. Alors, qu'est-ce que la calcinose? La calcinose est due à la formation et l'accumulation de dépôts de calcium au niveau de la peau et des tissus environnants, malgré un taux de calcium normal dans le sang. Elle peut toucher jusqu'à 20 à 40 des personnes atteintes de sclérodermie. Dans le passé, on pensait que la calcinose était plus fréquente chez les personnes atteintes d'une sclérodermie limitée, mais les études plus récentes montrent qu'il y a un taux comparable entre la sclérodermie limitée et la sclérodermie diffuse. La calcinose se manifeste souvent sur les mains, les avant-bras, les coudes, les genoux, mais peut apparaître dans d'autres locations aussi. Il y a une grande variabilité des symptômes. Les petites lésions peuvent passer parfois inaperçues, mais elles peuvent aussi provoquer de la douleur. Parfois, il y a une extrusion de calcium et parfois les lésions peuvent devenir inflammées, rouges et douloureuses, comme on peut voir ici. Dans les pires circonstances, ça peut gêner le fonctionnement des articulations ou se compliquer d'ulcères, d'infections ou de compression nerveuse. Malheureusement, peu de cas de calcinose s'améliorent spontanément avec le temps et la plupart des lésions restent stables ou s'aggravent après un an. Parlons des facteurs de risque. Nous ne comprenons pas encore très bien pourquoi la calcinose se développe, mais des études ont montré que certains facteurs de risque de progression pour la calcinose dans la sclérodermie incluent le fait d'être un homme, d'avoir des ulcères aux doigts, une mauvaise circulation sanguine, des traumatismes aux doigts, d'avoir des ulcères, une durée prolongée de la sclérodermie, une atteinte des organes internes, surtout la fibrose pulmonaire, et aussi l'ostéoporose. Il y a aussi certains auto-anticorps qui ont également été associés à la calcinose, notamment les auto-anticorps anticentromères, anti-PMSCL et anti-ARN polymérase 3. La calcinose est souvent détectée lors de l'examen physique. Cliniquement, la calcinose se présente sous forme de nodules sous-cutanés aux doigts ou aux points de pression tels que les coudes, les genoux ou les côtés des hanches. Les tissus affectés peuvent être la peau, la graisse, les muscles ou les tendons. Et les lésions peuvent varier en taille, allant de quelques millimètres à plusieurs centimètres. Il est le plus fréquemment trouvé dans la main, jusqu'à 80% des cas, avec une préférence pour la main dominante.
et suivi d'autres zones des membres supérieurs ou inférieurs. La calcinose peut être observée ou ressentie lors de l'examen physique. Cependant, l'imagerie peut confirmer le diagnostic. L'imagerie de première ligne sont les simples radiographies, comme ils sont très sensibles. Et on peut voir un exemple à droite ici, c'est une radiographie de la main gauche, puis on peut voir des dépôts de calcium juste ici, puis aussi dans le milieu de la main. L'avantage des simples radiographies, c'est qu'ils sont sensibles à détecter la calcinose. Ils ne sont pas chers et c'est un test qui est facilement accessible, sans de longs délais pour l'obtenir. D'autres imageries comme l'échographie, puis on a un exemple ici d'une échographie d'un doigt avec la calcinose qu'on peut voir ici, peut être faite aussi, ou bien la tomodensitométrie ou la résonance magnétique. Mais ces tests n'ajouteraient pas beaucoup plus d'informations cliniques si le diagnostic est obtenu sur une radiographie, sauf dans des contextes ou des questions cliniques spécifiques. Maintenant, parlons de la traitement. La calcinose demeure malheureusement un aspect de la sclérodermie qui est difficile à gérer. Il n'existe pas de remède ou de traitement vraiment efficace et généralement, on ne traite pas un calcinose qui ne gêne pas le patient. À l'heure actuelle, aucun traitement médical ne s'est avéré efficace dans le cadre d'essais aléatoires contrôlés de grande envergure. Donc, lorsque symptomatique, nous pouvons essayer différents traitements pour tenter d'améliorer les symptômes, mais sans aucune garantie de succès. Donc, il vaut souvent la peine d'essayer plusieurs options, car il existe une variabilité considérable parmi ceux qui bénéficieront ou non d'une thérapie et de l'ampleur aussi de leur réponse au traitement. D'une manière générale, il est recommandé d'éviter les blessures et d'assurer une bonne circulation sanguine pour prévenir l'apparition d'une nouvelle calcinose, car on pense que ces facteurs jouent un rôle dans le développement de la calcinose. Il s'agit notamment d'arrêter de fumer, d'éviter l'exposition au froid et au stress et d'assurer une prise en charge adéquate du syndrome Raynaud des ulcères cutanés. Si une plaie se développe, il est important de la soigner correctement et d'administrer des antibiotiques en cas d'ulcères qui ne guérissent pas ou qui sont infectés. En présence d'une plaie ouverte, des bains chauds peuvent aider à expulser les dépôts de calcium et à prévenir les infections. Il est toujours important de gérer la douleur et l'approche du traitement nécessite souvent une approche multidisciplinaire où les rhumatologues collaborent avec la dermatologie, par exemple la physiothérapie, l'ergothérapie ou bien la chirurgie plastique ou les maladies infectieuses selon les besoins de la personne. Pour les traitements médicaux, le thiosulfate de sodium pourrait améliorer la calcinose en se liant au calcium. Une revue systématique portant sur 40 études, dont un essai randomisé contrôlé de faible envergure, a révélé que la forme topique de ce médicament améliorait la calcinose chez plus de 80% des patients au cours d'une période moyenne de 5 mois. Le thiosulfate sodium topique doit être préparé par un pharmacien dans un mélange magistral contenant de la vaseline ou de l'oxyde de zinc. Et c'est important de noter que ça peut coûter quand même très cher. Les effets secondaires possibles sont l'irritation de la peau, l'allergie au zinc et la douleur à l'application, mais c'est généralement très bien toléré dans notre expérience. Le thiosulfate de sodium peut également être injecté directement dans les lésions calciques
Habituellement, c'est fait par un dermatologue. Une série de cas portant sur 5 patients atteints de la sclérodermie a montré une amélioration ou la disparition complète de la calcinose grâce à ces injections, une fréquence hebdomadaire pendant 4 semaines. Le principal effet secondaire observé est une sensation de brûlure au site d'injection. Mais dans notre expérience, c'est un traitement qui est assez douloureux, mais ça fait fondre vraiment la calcinose. Plusieurs autres médicaments se sont également révélés efficaces pour améliorer la calcinose dans le cadre d'études restreintes par contre. 2 médicaments sous forme de comprimés peuvent diminuer l'aspect inflammatoire de la calcinose lorsqu'elle s'accompagne de douleurs, de rougeur, de sensations de chaleur et de gonflement. La première médicament, c'est la colchicine. C'est des comprimés et c'est à prendre à chaque jour. C'est un médicament qu'on utilise fréquemment dans la rhumatologie, surtout pour la goutte, par exemple. Un des effets secondaires de la colchicine la plus fréquente, c'est la diarrhée. Mais c'est important aussi de noter que dépendant de la tolérance des médicaments, on peut changer la dose pour diminuer les effets secondaires. Le deuxième médicament qui pourrait aider avec l'aspect inflammatoire, c'est la minocycline. C'est aussi des comprimés à prendre à chaque jour. Et les effets secondaires incluent les nausées, les vertiges, la coloration bleu-noir des lésions calciques. D'autres médicaments tels que le diltiazem, les bisphosphonates, le rituximab et les immunoglobulines intraveineuses ont été rapportés comme ayant un effet bénéfique sur la calcinose dans le cadre d'études restreintes. Mais il n'y a aucune étude de grande envergure ou de meilleure qualité qui est venue étayer ces observations, malheureusement. Enfin, l'huile de Nîmes est une phytothérapie qui est un extrait des fruits et des grains de l'Azadirachta indica qu'on peut voir ici dans l'image. C'est fréquemment utilisé dans le traitement des plaies. Une étude pilote portant sur 21 patients atteints de sclérodermie présentait des plaies calciques ouvertes suivies pendant 40 jours a révélé que l'huile de Nîmes avait contribué à la cicatrisation complète chez 45% des patients. Et on pense que c'est possible que c'est parce que ça ramollit les dépôts calciques, alors c'était plus facile à les enlever. Ces résultats devront cependant être confirmés par des études de plus grande envergure et nous n'avons pas vraiment beaucoup d'expérience avec ce médicament. C'est quelque chose que j'ai regardé qu'on peut acheter sur Amazon, par exemple. Les interventions non pharmacologiques sont envisagées chez certains patients, généralement réservées aux lésions spécifiques qui sont significativement symptomatiques. Les patients présentant de grandes lésions localisées, symptomatiques situées au-dessus des tendons, des vaisseaux sanguins ou des nerfs peuvent être référés pour une intervention chirurgicale. Parmi les complications, on compte la récidive dans 15% des cas, le retard de cicatrisation dans 13% des cas et l'infection de la plaie dans 10% des cas. En raison de ces possibles complications, cela n'est pas considéré comme une option thérapeutique optimale et ce n'est pas toujours une option en raison de la taille de la lésion, de l'étendue des tissus impliqués ou du nombre de lésions. Cependant, ça pourrait être utile dans le bon contexte. La thérapie extracorporelle par ondes de choc utilise des ondes de choc acoustiques
afin de pulvériser et détruire la calcinose. Il s'agit d'une procédure non invasive avec un taux de réussite élevé avec de faibles complications dans les cas de calculs rénaux et de tendinite calcifiante. Elle est pratiquée par des physiothérapeutes ayant reçu une formation appropriée. Elle peut aider à soulager la douleur associée aux lésions calciques qui ne se prêtent pas à une intervention chirurgicale. Quelques études prospectives ont montré une amélioration de la douleur et une réduction de la taille des lésions calciques. Le traitement comporte habituellement 3 à 5 séances effectuées sur 7 à 10 jours ou 7 à 10 jours. Donc, en résumé, la calcinose est une manifestation fréquente de la sclérodermie. C'est difficile à traiter et les mesures préventives sont donc importantes. Pour les lésions calciques symptomatiques, le thiosulfate de sodium topique ou injecté peut s'avérer utile. La chirurgie peut être envisagée dans le cas de lésions qui affectent de manière significative le fonctionnement et la qualité de vie. Mais des études plus approfondies sont nécessaires pour mieux comprendre la cause et déterminer le traitement optimal. Merci pour votre attention et je serai heureux de répondre à vos questions plus tard. Merci beaucoup, Docteur Coton. Donc, comme je vous le mentionnais, ben, c'est le fun en fait que vous parliez de les différents traitements parce que justement, Madame Fontaine qui va nous livrer le témoignage si la technologie le veut bien, euh, va nous parler justement de la chirurgie qu'elle a eue, à quel point ça a été probant pour elle. Donc, j'amorce la démarche que vous partagez son témoignage à l'instant. Alors, ben, merci d'avoir accepté de nous livrer votre témoignage. Pouvez-vous nous parler de vous et du contexte, en fond, dans lequel vous avez été diagnostiqué? Oui, mon nom est Josée Fontaine. J'ai reçu un diagnostic de sclérodermie en 1997. Euh, Vraiment, je connaissais pas la maladie, je connaissais rien de la maladie. Donc, c'est arrivé vraiment quasiment du jour au lendemain. Au début, on m'a diagnostiqué le syndrome du tunnel carpien parce que j'avais les mains engourdies. Mais finalement, c'était vraiment pas ça. La sclérodermie elle s'était bien cachée. Mais le deuxième médecin que j'ai vu a vraiment trouvé tout de suite, était très allumé, a trouvé tout de suite selon les symptômes que j'avais de la difficulté à marcher, etc. Donc, lui, il a fait le diagnostic. Aussi, c'est que je dois dire que mes mains avaient crochi aussi. Ça, c'est arrivé du jour au lendemain. J'essayais d'enlever des grains sur la table, puis les grains étaient restés. Je regarde mes mains et je vois que mes mains sont croches. Fait que c'est vraiment du jour au lendemain. Donc, le médecin a fait un bon diagnostic après et ensuite, ça s'est enchaîné, voir un rhumatologue, etc. Si on veut parler des calcinoses, parce que moi, dans la maladie, la sclérodermie, ce qui me touche le plus, c'est ce qui m'invalide le plus, c'est vraiment les calcinoses. Je suis une manufacture de calcinose, j'en fais une multitude, j'en ai partout. Et donc, puis ça fait quand même longtemps. Je dois dire que si j'essaie de me rappeler le plus loin possible, là, c'est plus de 15 ans que j'avais une calcinose et c'était au niveau du fessier. Et d'ailleurs, là, 3 semaines, on me l'a finalement enlevé parce que c'était rendu trop douloureux, trop gros, trop douloureux. J'étais rendue que je pensais toujours à quelle manière j'étais pour m'asseoir ou à qu'est-ce que j'étais pour porter comme vêtement pour pas que ça affecte ben, dans le fond, c'est que c'était vraiment douloureux. Donc là, on me l'a enlevé et
quel bonheur! J'aurais jamais dû attendre aussi longtemps. Je craignais. Ben, c'est vrai aussi que j'avais déjà rencontré une chirurgienne qui, elle, était pas intéressée à me l'enlever, mais je vois qu'il faut persévérer parce que j'ai eu zéro douleur après l'opération, zéro douleur. Et là, c'est vraiment le bonheur. Je peux m'asseoir sur le canapé alors que ça faisait des mois et des mois que je pouvais plus m'asseoir là. C'est vraiment, ça fait du bien. Et je me rends compte que j'ai encore le réflexe de dire, OK, qu'est-ce que je vais mettre? Mais non, je peux mettre tout ce que je veux. Ça fait du bien. Donc, moi, c'est sûr que chaque personne est différente, mais si c'est la crainte, il faut pas avoir peur parce que c'est le bien énorme après. Ben, c'est ça, c'était une des questions que je voulais vous poser. Quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui vient de se faire diagnostiquer avec la calcinose? L'hallucinose, en fait, c'est sûr que si c'est pas invalidant, probablement parce que la calcinose risque de revenir. Ça, c'est certain. Ça, je suis bien consciente, ça risque de revenir. Mais au moins, la période de temps que j'aurais eu vraiment que j'aurais été soulagée, je pense que ça vaut vraiment la peine. Mais quelqu'un qui vient d'être diagnostiqué, c'est peut-être de ne pas être trop patient, de pas attendre trop longtemps parce que c'est sûr que je ne sais pas de quelle manière exactement ça fonctionne, mais dans mon cas, c'est comme si ça s'est amalgamé. Puis c'est sûr qu'au long des années, c'est comme si c'est devenu un plus gros, puis plus gros, puis plus envahissant, mais je sais pas, on est résilient, on s'adapte, mais non, il ne faut pas attendre trop longtemps. Je suis trop, là-dessus, je pense que je suis trop patiente. Ça a été quoi le moment qu'on vous a parlé de la calcinose? Ça a été quoi votre état? En fait, là, je me rappelle pas. Sincèrement, ça fait trop longtemps. Ça Oui, fait ça se vraiment, peut, c'est ça ça, exactement. ouais, ça fait vraiment trop longtemps. Mais par exemple, j'ai toujours essayé parce que c'est sûr que quand on dit non, je peux pas vraiment vous opérer, il peut y avoir des complications, c'est sûr que ça fait peur. Mais puis c'est pour ça que suite à ça, je dis OK, je vais essayer de trouver des alternatives. Donc, j'ai fait des essais sans nécessairement avoir vraiment du succès, là. C'est assez particulier. Donc, là, j'avoue que je suis un peu euphorique dans mon succès pour mon fessier. Ça fait vraiment du bien, oui. Puis est-ce que celui que vous venez de vous faire enlever, est-ce que ça a été le pire? Oui, c'était le plus gros. Il était rendu à peu près la grosseur de la paume de ma main. Donc, c'était vraiment, c'était rendu très, très gros. Puis, c'est que c'est vraiment comme une roche, hein, pour les personnes qui connaissent pas, là, c'est vraiment comme une roche. Puis c'est très, très, très dur. Puis, la mienne, j'avoue que j'ai demandé une photo au médecin parce que je me disais, ça fait tellement longtemps qu'elle est avec moi, j'aimerais ça la voir en face. Et elle avait vraiment des côtés coupants, donc c'est probablement ça qui me dardait dans la peau. OK. OK. Puis Ouais. est-ce que vous le savez, est-ce que justement là, ça a été la plus grosse, mais est-ce que vous le savez, les autres que vous avez eues à travers le temps, tu sais, est-ce qu'il y a une différence? Vous l'avez vécu différemment? Est-ce que c'est parce que c'est l'emplacement qui fait la différence selon vous ou dans la douleur, il y a ça? Ouais, dans la douleur, oui. Comme là, c'est sûr, c'est pas pour décourager, mais j'en ai de l'autre côté qui vont avoir à être probablement retirées aussi. Pour le moment, elles sont petites, puis ils sont pas, c'est pas encore trop, trop pire, là. C'est vraiment, je pense que le pire, c'était vraiment mon côté droit qui était très douloureux. Mais on va voir la suite. On a déjà parlé, dans le fond, de comment, c'est quoi le quotidien d'une personne qui vit avec la calcinose, mais ce que je comprends, puis je ne veux pas vous mettre des mots dans la bouche, c'est que ça dépend vraiment de l'emplacement, de comment on se sent Oui, affecté. ben, ce que je peux parler, par exemple, c'est pour mes mains.
exemple, parce que j'en ai au niveau des mains, c'est sûr que du jour au lendemain, exemple, là, vraiment comme un exemple, c'est qu'une journée, je peux être capable de prendre le couteau d'une certaine façon, couper mes légumes. Le lendemain, pourquoi? Il y a de l'inflammation qui arrive et là, je suis vraiment pas capable de, il faut que je change mes positions. Donc, du jour au lendemain, ça peut varier. Présentement, je suis dans une phase justement inflammatoire. Donc là, j'ai un peu plus de difficulté avec mes mains. Ça change, c'est vraiment, c'est assez particulier quand même parce que puis en plus, c'est que je pense que là, 2, 3 jours, je me disais, hey, c'est wow, ça va bien. Ah, j'ai parlé trop vite. Mais, mais bon. Puis vous diriez que c'est ça le plus grand impact négatif, tu sais, au-delà de ce que ça représente, c'est le fait de toujours continuellement s'ajuster, de dire qu'on ne sait pas à quoi s'attendre. Tu sais, Ben, ce serait c'est quoi? la douleur. C'est la douleur. C'est la douleur associée parce que je pense que veut pas, il y a toujours un petit seuil de douleur, mais en phase comme ça d'inflammatoire, ça augmente un petit peu. Donc, c'est les mouvements, chaque mouvement est douloureux. C'est plus ça qui est dur. C'est pour ça que je dis que moi, au niveau de la sclérodermie, c'est vraiment ça qui me, qui est le plus gros, pas le plus gros, mais oui, Incapacitant, oui, ouais, exact. ouais. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Avec les calcinoses, ou qu'on trouve une solution pour arrêter les calcinoses. Mais bon. Oui, c'est ça. Il y a quelque chose de plus réaliste. Ben, c'est sûr, trouver des traitements, mais déjà, au moins, la chirurgie, je vois que ça fonctionne, donc c'est encourageant parce que c'est sûr que avant de rencontrer le docteur qui a bien voulu m'opérer, j'étais un peu je nageais un peu, je me disais, bon, OK, qu'est-ce que je pourrais essayer, qu'est-ce que je peux faire? Mais là, au moins, en sachant qu'avec une chirurgie, on est capable d'en enlever, ben c'est encourageant. Mais c'est ça. Excellent. Est-ce qu'il y avait autre chose que vous vouliez ajouter? Non? Alors, de retour, j'espère que vous avez apprécié le témoignage de Madame Fontaine. Vous l'aurez constaté, on a eu énormément de plaisir à discuter ensemble. Encore une fois, s'excuser de ne pas pouvoir être présente avec vous aujourd'hui et répondre directement à vos questions. Mais si vous me permettez, on va pouvoir amorcer dans le fond la période de questions, justement, avec Dr Coton. Mais je commencerai justement par le témoignage de Madame Fontaine, de ce qu'elle a mentionné, Dr Coton. On parle beaucoup de la douleur. Est-ce que c'est l'élément qui ressort le plus dans ce que vous entendez des patients? Oui, oui. Puis certainement, il y a beaucoup de lésions de calcinose que des fois les patients n'aperçoivent même pas que c'est là. C'est plus nous, à l'examen physique, qu'on les recherche. Mais quand il y a une douleur où c'est dans une location où ça peut nuire la fonction des articulations ou des nerfs, la douleur, c'est vraiment la pire symptôme que j'entends. Et puis, elle parlait beaucoup de résilience. Là. On a fait un très mini montage juste pour compresser, dans le fond, le témoignage. Mais ça revenait vraiment d'une réponse à l'autre. Elle parlait de résilience. Est-ce que c'est justement ça qui définit le plus les patients atteints de calcinose? Ouais, ben la sclérodermie en général, je trouve, Mhm. les patients sont très résilientes et courageux. Mais parce qu'on n'a pas vraiment de bon traitement, je trouve que les patients, ils s'habituent à leur douleur. Puis nous, on essaye des fois quand c'est douloureux ou si ça leur gêne, on essaie des différents traitements pour essayer de leur aider. Mais certainement parce qu'on n'a pas de bon traitement, ça rend que les patients doivent être plus résilients peut-être, oui.
Et elle parlait beaucoup de la chirurgie qu'elle avait eue, puis à quel point ça a été probable pour elle, comme je le mentionnais en amont. Vous avez essayé de plus nuancé, je pense, dans votre présentation, puis je ne veux pas vous mettre des mots dans la bouche, mais justement, qu'est-ce qui fait en sorte qu'une personne peut être un bon candidat à une chirurgie versus d'autres, comme vous l'avez adressé dans le fond, dans ce Mhm. que vous avez énoncé? Mm. Alors, premièrement, si le patient veut vraiment une chirurgie, on donnerait la consultation parce que le chirurgien ou la chirurgienne est vraiment l'expert pour dire oui ou non, il faudrait le faire. Mais le cas qu'on a entendu, c'est vraiment un bon cas, puis j'ai quelques cas dans ma tête aussi qui étaient comme ça, où c'est des gros lésions. Fessiers ou ça nous gêne à tous les jours. On ne peut pas s'asseoir, on ne peut pas porter des vêtements normaux. Alors, les gros lésions qui sont plus accessibles sont des bons candidats quand ils sont un peu plus profonds. Peut-être, ça dépend plus de la technique chirurgicale s'ils pensent que ça va créer plus de problèmes que de bénéfices pour la personne. Et surtout aux mains, des fois, les lésions sont un peu plus petites puis nombreuses. Alors, on peut pas nécessairement enlever tous les lésions calciques, mais c'est extrêmement douloureux des fois aux mains. Et aussi les personnes avec la sclérodermie, ils ont 95%, ils ont le rénal. Alors, il y a une manque de circulation. La circulation n'est pas aussi bonne. Alors, ça veut dire au bout des doigts, ça va pas très bien guérir. Alors, s'ils sont plus petits, plus nombreux, la location, par exemple, les bouts des doigts, ça va être peut-être un peu plus difficile. Mais le point final, c'est vraiment si le patient veut, puis on a essayé plusieurs choses, ça n'a pas rien fonctionné, ça vaut la peine quand même d'avoir un avis du chirurgien. Et est-ce que la calcinose est inévitablement liée à la sclérodermie? Est-ce qu'on peut faire de la calcinose sans voir un diagnostic de sclérodermie? Oui, alors on peut le voir dans d'autres maladies rhumatologiques comme les myosites auto-immunes qui peuvent avoir un chevauchement avec la sclérodermie par exemple, mais aussi dans d'autres maladies non rhumatologiques. Alors des dépôts de calcium chez les gens qui ont des insuffisances de reins par exemple ou des personnes qui ont des problèmes avec leur parathyroïde qui gèrent les taux de calcium. Alors, dans ces cas-là, par contre, ils ont des taux anormaux de calcium et de phosphore, mais dans la sclérodermie et dans les myosites inflammatoires, on a des taux de calcium qui sont normaux, mais ça arrive quand même. Alors, la mécanisme, on connaît pas vraiment le mécanisme, mais la mécanisme est probablement différente. La question que j'ai reçue le plus, autant dans l'espace de clavardage aujourd'hui qu'en amont par courriel, c'est est-ce que ça aide de prendre des suppléments de calcium ou du moins toute la question des suppléments de calcium, la prise de suppléments, est-ce que ça a une incidence en fond sur la calcinose? Pas de ce qu'on sait, puis certainement nos patients on les traite pour différentes raisons d'autres aspects de leur maladie qui augmentent leur risque d'ostéoporose. On leur dit de prendre du calcium, du vitamine D, alors pas de ce qu'on sait, non. C'est quelque chose qui arrive malgré des niveaux normaux de calcium. Puis il y a beaucoup d'effets euh, euh, qu'on n'aimerait pas qui sont pires si on a de l'ostéoporose comme des fractures. Alors, on prioriserait d'avoir un santé d'os qui est bon. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont accroché sur l'huile de Nîmes, la manière de le formuler. Est-ce qu'elle peut être appliquée sans problème? Est-ce que, tu sais, c'est quoi le processus pour l'utilisation de l'huile? Je le savais que j'allais avoir cette question. Ah! Et surtout parce qu'on n'a pas vraiment d'expérience avec l'huile de Nîmes. OK. Alors, on n'a pas, je vais dire que pendant mon entraînement, mes patrons et moi, on n'a pas vraiment d'expérience avec l'huile de nez, mais c'est quelque chose qui est décrit dans la littérature et semble quand même intéressant.
Si c'est disponible, ça semble que j'ai regardé, puis on peut le trouver sur Amazon ou quelques comme magasins naturels avec des produits naturels. C'est quelque chose de ce que je comprends qu'on applique topiquement. Mais parce que c'est quelque chose qui est aussi utilisé plus dans la guérison des plaies. Alors, s'il y a un plaie qui est relié à la calcinose, je demanderais peut-être à des experts dans les soins des plaies, s'ils ont de l'expérience, de nous donner des directives. Mais j'avoue que je peux pas vraiment vous donner j'ai pas d'expérience. Quelqu'un nous partageait qu'elle a un diagnostic de dermatomyosite avec calcinose sévère depuis 2016 et des poches de calcinose depuis 15 ans. Elle dit que les zones s'agrandissent progressivement. Est-ce est-ce qu'il est préférable de laisser des croûtes sèches se former sur les lésions ou vaut mieux comme les traiter de manière topique ou d'utiliser une mesure d'atténuation? Mhm. Alors, ça dépend, c'est la réponse. Ça dépend des lésions, puis de chaque lésion et aussi les symptômes de la personne. Alors, si c'est une région où le calcinose est assez proche de la surface, il n'est pas trop gros, je dirais que probablement une thérapie thérapeutique serait intéressant comme la thiosulfate. Puis on a eu des bonnes réponses avec ça. S'ils sont un peu plus larges, mais aussi proches de la surface, puis si un traitement douloureux ne gêne pas la personne, peut-être des injections de thiosulfate serait une bonne approche. Nos collègues en dermatologie, ils décrivent vraiment, c'est très douloureux, il faut dire, mais ça fait fondre la calcinose. Alors, c'est vraiment miraculeux. Mais c'est très douloureux. Et là, si c'est des lésions qui sont très larges, comme on a entendu plus tôt, peut-être une chirurgie ou bien l'écho extracorporel aussi pourrait être quelque chose d'intéressant qui aiderait avec la douleur, pas nécessairement avec la taille. Alors, ça dépend vraiment des lésions et des symptômes des patients. On n'a pas beaucoup de médicaments systémiques, alors des médicaments pour traiter tous les calcinoses à la même temps, qui sont bons, mais on pourrait essayer des comprimés de certains médicaments dépendant de sa maladie, puis les médicaments qu'il prend déjà. Est-ce que inévitablement il va y avoir une progression de la calcinose ou elle peut rester dans un état stable? Alors, ça peut rester dans un état stable. La plupart des patients avec la calcinose vont rester stables ou bien progresser. Alors, seulement le temps va nous dire. Il y a certains risques de progression, mais ça ne veut pas dire si on a ces facteurs de risque non plus que 100% ça va progresser, mais c'est juste un risque de progression d'être un homme, si la maladie est un peu plus longue durée, si on a des atteintes d'organes internes, surtout la fibrose pulmonaire ou certains anticorps aussi. Mais c'est pas, ça veut pas dire que ça va nécessairement progresser, mais ça nous inquiéterait peut-être que ça va progresser. C'est plus que, Vas-y. c'est plus qu'il y a pas beaucoup de patients où ça va améliorer. Mais la plupart des patients, ça va rester stable ou bien progresser. Vous venez de parler de l'aspect pulmonaire. Est-ce que l'hypertension pulmonaire et la calcinose ont un lien entre eux? Pas sur les études de ce que moi j'ai vu. C'est vraiment plus la fibrose pulmonaire. Est-ce qu'il y a des actions qui peuvent être faites, comme mettons, le fait de jouer du violon, est-ce que ça peut augmenter le risque de développer la calcinose? Alors, parce que on joue le violon, on peut avoir des traumatismes, j'imagine, je joue pas le violon, mais on peut avoir des traumatismes au bout des doigts. Alors, on pense que les traumatismes jouent un rôle dans le développement de calcinose. Alors, c'est possible.
Mais si vous jouez le violon, puis ça augmente pas la calcinose, je dirais pas d'arrêter. Et juste pour retourner à la question sur l'hypertension pulmonaire, j'ajouterais aussi que l'hypertension pulmonaire, c'est associé avec les patients qui ont un anticorps anticentromère, qui est associé avec un risque de progression avec la calcinose. Et aussi, ça se développe d'habitude après un sclérodermie longue durée. Alors, même si les études n'ont pas démontré que l'hypertension pulmonaire euh, est associée directement, il y a possiblement d'autres associations indirectes avec l'hypertension pulmonaire et la calcinose. Et c'est quoi les endroits du corps où on est plus sujet de faire de la calcinose? On parle beaucoup des doigts, inévitablement, mais c'est quoi les autres parties du corps? Ouais. Alors, les coudes, 27% des patients, ça va être les coudes. Puis après ça, c'est les régions proximales des membres inférieurs. Alors, ça veut dire comme les hanches, les fessiers, ça va toucher peut-être 10 à 20% des patients. Mais les mains, c'est comme presque jusqu'à 80% des patients avec la C'est quand même. calcinose. Ouais. Puis est-ce qu'on peut souffrir de calcinose même s'il n'y a pas de symptômes? Oui, oui. J'ai pas de numéro pour vous, mais on sait qu'on peut souffrir, avoir la question sans Oui, souffrir, oui. sans le savoir. Puis je le vois tout le temps dans ma clinique aussi, que je peux ressentir quelque chose, ça dérange pas la personne. On fait des radiographies, puis en effet, c'est des calcinoses. Si ça dérange pas, c'est parfait, on est content, puis on espère que ça va rester comme ça. Et puis qu'on peut suspecter d'avoir quelque chose sans qu'il y ait la douleur associée à ça présentement, mais ça se concrétise comment? Par des petites bosses, un peu comme vous l'avez mentionné en amont? OK. Exact. Si c'est un peu plus profond, peut-être on le ressentirait pas. Puis si on le cherche pas ou regarde pour d'autres raisons, on le saurait même pas. Puis, José Fontaine utilisait beaucoup le terme de roche. Est-ce que c'est réellement ça? Oui, alors il y a différents types de qualité de calcinose qui est décrit. Alors, il y a ce type de roche, alors plusieurs petits roches ou un gros roche, mais ça peut être un peu plus doux aussi. Puis des fois, la morphologie de la calcinose peut être un peu différente, comme des petits ronds ou bien plus comme un papier. Mais certainement, on entend beaucoup que c'est le type qui est des roches. On parle aussi beaucoup de greffe de peau dans les questions qui sont adressées. Est-ce que ça peut avoir une incidence positive? Est-ce que c'est un traitement? Non. Non, pas de ce que nous, on sait. Puis on fait pas des greffes de peau dans la sclérodermie. On fait dans les sclérodermies, c'est diffuse et très, très agressif. Une des traitements euh, qui est très agressif, c'est une greffe de cellules souches. Puis il y a des rares cas rapportés de patients qui ont eu une greffe de cellules souches où la calcinose a beaucoup amélioré, mais c'est certainement pas la raison où on ferait une greffe de cellules souches, mais on fait pas de greffe de peau. Est-ce qu'on peut utiliser un inhibiteur? Ah, mon Dieu, j'aurais dû le pratiquer, ce mot-là. Inhibiteur? Euh, alors, on ne connaît pas d'inhibiteur qui fonctionnerait. Parce que le calcium et une morphologie qui est un peu semblable à l'os. Les études, on pensait que les médicaments pour protéger l'ostéoporose devraient fonctionner, mais finalement, les études comme certaines petites études ont démontré peut-être une amélioration, puis d'autres études qui n'ont pas démontré, alors pas conclusif, alors pas une raison pour donner ce médicament.
Puis autre que ça, on n'a pas découvert jusqu'à maintenant un médicament qui peut comme inhibiter la formation de la calcinose, surtout qu'on ne connaît pas exactement pourquoi ça se développe, ça se rend difficile, mais on essaye de gérer les choses qu'on pense contribuent. Alors, le rénal, la manque de circulation, éviter les traumas, éviter les blessures, les infections, faire ce qu'on peut dans notre contrôle pour essayer d'éviter. Le témoignage, justement, je reviens encore là-dessus, de Madame Fontaine, suscite beaucoup de réactions positives, beaucoup de questions. Est-ce que le fait, justement, qu'on voit une calcinose qui semble avoir de la difficulté de mobilité au niveau des doigts, est-ce que c'est quelque chose de commun? De vraiment Oui. avoir les doigts plus figés? Ah, alors, ça peut être la peau aussi. Alors, j'ai pas examiné Madame Fontaine, alors c'est difficile à dire. Mais la peau dans la sclérodermie, quand ça devient très, très, très épais et serré, ça peut causer des contractures, comme on a vu, mais aussi la location des calcinoses, si c'est autour des articulations, ça peut préventer un bon mouvement, amplitude de mouvement des articulations qui peuvent causer des contractures aussi. Alors, la réponse, c'est que ça dépend. Est-ce qu'il y a une différence entre les ulcères digitaux, des calcinoses? Est-ce qu'on peut en parler un peu? Oui. Alors, dans la sclérodermie, on peut avoir des ulcères digitaux à cause du rénal. Ça, c'est quelque chose de différent. On traite ça différemment. Mais on peut aussi avoir, s'il y a un calcinose qui est proche de la surface de la peau, puis ça commence à s'ouvrir, ça peut causer un ulcère là. Puis dans ce cas-là, qu'est-ce qui est important, c'est de bien gérer ce plaie, cet ulcère. D'habitude, ce que les personnes décrivent, c'est qu'ils voient un produit comme blanc, un peu comme la craie qui sort. Puis ça confirme que c'est probablement la calcinose. Nous, comme médecin, si on prendrait peut-être un échantillon juste pour s'assurer qu'il n'y a pas d'infection. Mais la première ligne, ça serait de bien traiter la plaie, alors des bains avec l'eau tiède pour ramollir un peu, pour aider à sortir la calcium. Ça aiderait à s'assurer que la plaie est bien nettoyée pour prévenir des infections, parce que sinon, ça peut empirer la situation. S'il y a une infection, juste avertir votre médecin, puis là, on peut commencer des antibiotiques. Puis des fois, il y a certains physiothérapeutes ou bien des spécialistes dans les plaies qui peuvent suivre pour aider avec le temps, dépendant de la largeur de la plaie, d'aider à enlever comme aux 2 semaines ou au mois un peu la calcium qui sort, puis s'assurer que tout guérit bien. Quelqu'un a posé la question, comment avoir une consultation pour les traitements dont vous avez parlé? Est-ce que c'est un type de spécialiste comme en rhumatologie qui peut donner? Oui. Alors, les rhumatologues vont peut-être être les plus à l'aise, mais j'avoue aussi que parce que on n'a pas beaucoup de bons traitements, certains rhumatologues peut-être seraient découragés par la calcinose en général, mais ils essaieraient toujours quelque chose. Alors, vous pouvez tous ces médicaments que j'ai présentés ou ces traitements sont bien décrits dans la littérature. Et j'ai juste vraiment présenté ceux qui ils étaient plus promettants. Mais après ça, il y a beaucoup de traitements qui étaient essayés, mais sans des effets clairs. Mais les rhumatologues sont d'habitude les plus à l'aise. Est-ce qu'un médicament comme l'Ozona, le polysporin peuvent aider ou nuire quand on a un début de calcinose avec infection?
Alors, des fois, ce qu'on donne, c'est comme du musciprocine ou c'est comme du Vaseline avec un antibiotique, alors un peu plus fort que le polysporin. Mais dans ce cas, s'il y a un doute d'infection, important de voir votre médecin pour vous examiner et s'assurer que c'est vraiment juste localisé, qu'on peut le traiter ou bien topiquement ou avec des comprimés d'antibiotiques. Parce qu'on veut vraiment s'assurer que ça va bien guérir et qu'on traite l'infection. Alors, dans ce cas, je dirais de contacter votre médecin pour s'assurer qu'il y a une bonne prise en charge et vite. À quel moment on doit s'inquiéter d'une calcinose? Est-ce qu'il y a une grosseur ou un aspect ou le fait qu'il y en a plusieurs à un même endroit ou à proximité? C'est quoi l'élément déclencheur qui nécessite une consultation? Alors, la réponse, c'est ça dépend de la personne. Alors, c'est la douleur que la personne expérience. Si ça semble être infecté, je dirais que ça, c'est quelque chose d'important d'aller consulter. Puis, s'il y a des plaies qui se développent, c'est important d'aller consulter. S'il y a des complications avec des mouvements des articulations, si on a des symptômes neurologiques, alors des engourdissements, des faiblesses qui pourraient être reliés à la compression de la carcinose d'un nerf, ça serait important de consulter un médecin. Alors, ça, c'est quelques exemples. Mais je pense que la personne, il verrait qu'il y a quelque chose qui me dérange, j'ai besoin de l'aide avec ça et dans ce moment, c'est important d'y aller voir. Et s'il n'y a aucun doute, c'est important d'y aller voir un médecin pour consulter. Et s'il n'y a pas de symptômes, on est content qu'au moins il y a pas de symptômes et que ça ne dérange pas la personne. À quoi on peut s'attendre en termes de recherche ou de la connaissance sur la calcinose? C'est quoi les Ouais. prochaines étapes à laquelle on investigue ou qu'est-ce qui se fait Ouais. présentement? Alors, il y a beaucoup de recherches dans certains de nos médicaments immunosuppresseurs pour voir, ben, surtout dans la dermatomyosite parce que c'est un peu plus nouveau, sur certains des immunosuppresseurs et s'ils améliorent dans les myosites la calcinose. Puis, on peut extrapoler un peu du côté sclérodermie. Mais la recherche, c'est aussi de comprendre au niveau comme plus scientifique pourquoi est-ce que ça se développe pour qu'on peut cibler un traitement pour améliorer. Je crois qu'on a fait le tour des questions. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez ajouter en complément de ce qu'on a avancé autant dans la présentation, dans le type de questions qui ont été soumises? Est-ce qu'il y a autre chose que vous vouliez mentionner? J'ai dit plusieurs fois que la question, c'est difficile à traiter, mais je veux aussi juste être certain que tout le monde euh, euh, sache que vous n'êtes pas toute seule. C'est quelque chose que, que vous allez expérimenter avec vos médecins vont vous aider. Et même si on ne trouve pas la solution miraculeuse, on va quand même essayer de vous aider à avoir un bon fonctionnement et une bonne qualité de vie. Alors, pas de perdre espoir. Puis, les médecins vont toujours travailler avec vous pour essayer d'améliorer votre vie et vos symptômes. C'est vraiment, je veux juste ajouter un peu de ça. D'espoir et d'optimisme. D'espoir, oui. Il en faut. Ben, je vous remercie infiniment, Dr Coton, pour votre présence aujourd'hui. Donc, je rappelle que vous êtes fellow postdoctoral en rhumatologie au Centre hospitalier de l'Université de Montréal. Donc, au nom de Sclérodermie Québec, je vous remercie infiniment pour votre présence et à toutes les 54 personnes qui étaient présentes avec nous et qui ont de l'intérêt à se renseigner sur la calcinose. Il y a une fiche sur le sujet qui est actuellement disponible dès maintenant sur le site Internet de Sclérodermie Québec. Donc, on vous invite à la consulter en grand nombre. Et encore une fois, merci à tous d'avoir été présents. Ce fut un échange très porteur et je partagerai tous les bons mots aussi à Madame Fontaine qui a transmis le témoignage d'aujourd'hui. Merci à tout le Merci monde. beaucoup. Au revoir.